Elle a dardé sur moi son regard maléfique en s'écriant « Victoire !» Oui, ai-je répondu, victoire, mais victoire à moi. C'est alors que j'ai prononcé le mot déplorable. Un éclair et j'étais le seul être vivant sous le soleil. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Anna. Bonjour Lula. Alors la dernière fois, Diggory a frappé sur la cloche contre l'avis de Polly en prétextant qu'il n'avait pas le choix. Et une partie du toit s'est écroulée, mais rien d'autre ne s'est passé et les enfants étaient soulagés en pensant que tout était terminé. Et aujourd'hui, on va voir ce qui se passe après ça. Donc, chapitre 5, le mot déplorable. Au son de la cloche, la dernière statue vient à la vie. C'est une reine très grande, très belle et très arrogante. Elle imagine que les enfants ont été envoyés par un puissant magicien pour la délivrer de son sortilège. Le palais continue à s'écrouler et la reine entraîne les enfants vers l'extérieur. Pendant la conversation, ils apprennent qu'elle s'appelle Jadis et qu'elle est responsable de l'état de ce monde mourant. Pendant une guerre qu'elle a menée contre sa sœur pour tenter d'accéder au trône, Jadis a utilisé le mot déplorable, mettant fin à toute vie dans le monde de Sharn. Horrifiés par le manque de remords de la reine, Diggory et Polly décident de quitter cet endroit au plus vite. Ils profitent d'un moment où elle les lâche pour mettre les anneaux jaunes. Si on avait un doute la fois passée, si elle était gentille ou pas, cette grande personne, là on a beaucoup moins de doutes tout d'un coup. Oui, on avait parlé d'un air arrogant, et maintenant qu'elle est réveillée, c'est confirmé. Des fois, certaines personnes ont un air arrogant, et puis en fait c'est juste un masque à cause de la timidité, etc. Là, non. Elle commence tout de suite, très fort, puisqu'elle s'adresse à Diggory pleine de mépris, quand elle demande qu'est-ce qui l'a réveillée. Et quand Diggory dit que c'est lui, elle dit « Quoi ? Mais tu n'es qu'un enfant, un vulgaire enfant. Un seul regard suffit pour voir que tu n'as pas la moindre goutte de sang royal ni de sang noble. Comment as-tu osé pénétrer dans ce palais ?» Donc elle n'est pas du tout reconnaissante. Et puis en plus, elle ne s'adresse qu'à Diggory, elle ignore complètement Polly. Et donc là, en fait, on voit qu'elle s'intéresse qu'aux personnes qu'elle pense pouvoir utiliser. Polly serait donc un petit peu moins manipulable que Diggory dans ce cadre-là, apparemment. C'est ce qu'elle semble penser, en tout cas. On voit aussi qu'elle a une force physique incroyable, parce qu'elle saisit les enfants et les entraîne, et ils n'ont pas le choix. Et Polly dit même qu'elle sent qu'elle pourrait lui casser le bras d'un seul mouvement. Une autre caractéristique de cette reine, c'est qu'elle ne manifeste aucune peur face au danger dans lequel ils se trouvent, puisqu'on a vu que tout s'écroulait autour d'eux. Et puis, elle a l'air d'être très puissante, puisqu'à un moment donné, ils arrivent devant une porte fermée. Elle prononce une incantation et la porte tombe en miettes, ce qui leur permet de sortir du palais. Et ce qui est intéressant, c'est les réactions différentes des enfants. Polly et Diggory ne réagissent pas du tout de la même façon face à cette manifestation de puissance. T'as remarqué ? Oui, complètement. C'est très... On voit encore à quel point les personnages sont bien écrits parce qu'ils n'ont pas le même caractère. On voit les différences dans leurs émotions, dans leur manière de voir ce monde tellement différent du leur. Et en fait, là, finalement, la réaction des enfants confirme exactement ce que Jadis avait pressenti en ne s'adressant qu'à Diggory, puisque Polly la voit comme quelqu'un de dangereux, alors que Diggory l'admire pour son courage et pour sa force. Et bon, pour sa défense, il faut quand même dire qu'à ce moment-là, il ne sait pas encore qu'elle a détruit le monde entier. Il admire juste sa façon d'être capable de démolir une porte en 2 secondes. Oui, et peut-être qu'il n'a pas la gravité de ce qu'elle dit, par exemple, quand elle dit « Ceci est la porte qui mène au donjon, ce passage conduit aux principales chambres de torture. » C'est quand même un peu... Bon, non. Oui, il y a quand même des petits indices. Disons que je pense que ça fait tellement partie de l'imaginaire de l'enfant que quand on imagine un château, quelque chose de royal,
En tant Oui. qu'enfant, on joue à les donjons, la salle de torture, mais on imagine rarement ce qu'il y a derrière Mhm. réellement. Elle parle d'esclaves, elle parle voilà, de choses assez Mhm. graves qui sont Mhm. évidemment inoffensifs dans les jeux d'enfants, qui sont beaucoup plus offensifs dans un château qui fonctionne avec des vraies personnes. Oui. Alors on avait dit que Lewis était très doué pour évoquer des paysages. Et ici, encore une fois, je trouve que c'est très bien fait. Et notamment le contraste entre Charnes aujourd'hui et Charnes dans le passé. On a Charnes aujourd'hui avec cette lumière rouge et on comprend que le soleil est vieux, comme s'il allait bientôt mourir. Et puis on a vraiment une impression de désolation, hein. Même le vent est rance, hein. Je trouve ça super efficace comme description. Et puis du coup, face à toute cette désolation, c'est d'autant plus saisissant lorsque Jadis explique ce qu'était cet endroit avant, hein, quand c'était la grande cité, la cité du roi des rois, la merveille du monde et de tous les mondes. Quand elle dit j'ai régné à une époque où l'atmosphère tout entière vibrait de la rumeur et de l'activité de la cité. Les pas résonnaient, les roues crissaient, les fouets claquaient, les esclaves gémissaient, les chariots tonnaient et les tambours sacrificiels battaient dans les temples. J'ai régné à Charnes, mais c'était la fin, à une époque où retentissait le grondement des batailles qui noyaient le fleuve dans le sang. Et là, on voit aussi ce qui l'intéresse, hein, dans cette description. Tu as remarqué, elle ne dit pas les enfants jouaient dans la rue, les gens achetaient des fruits au marché. Non, tout ce qu'elle mentionne, hein, il n'y a que de l'oppression et les gens existent pour être utilisés, pour souffrir, pour être maltraités. Et ça confirme ce qu'on verra après, c'est qu'en fait, ça confirme sa vision générale du monde, en fait. Je sais pas ce que je préfère en fait. Entre ce monde désertique, j'imagine le ciel orangé un peu dans l'univers de Dune, dans les films qui ont pu sortir récemment, ou le moment où il y avait beaucoup de vie mais beaucoup de souffrance, parce Mm. que les tambours sacrificiels, j'ai pas envie de les entendre personnellement. C'est sûr. Euh, on choisit on a le choix entre le marteau et l'enclume. Mhm. Euh, donc en effet, on voit le changement d'ambiance, mais je crois qu'il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Mm. Euh, et on voit en effet sa grande, grande soif de pouvoir quand elle fait presque le tour du propriétaire, où elle dit ceci est l'ancienne salle de banquet dans laquelle mon arrière-grand-père convia un festin de 700 nobles qu'il fit assassiner avant même qu'ils aient pu boire tout leur content. Ils étaient coupables d'idées de rébellion. Ouais, ouais. Elle a l'air très fière, hein, de ses Très ancêtres. fière. Et on voit que ça fait quand même quelques générations que le pouvoir n'est pas mené avec douceur, avec exemplarité. Voilà, on voit qu'il y a des traits de famille. Oui, tout à fait. Et ensuite, on apprend qu'en un seul mot, elle a tout détruit. Et encore une fois, la façon dont elle le raconte montre qu'elle en est très fière. Et elle se justifie, hein, ce qui est une caractéristique qu'on a déjà remarquée, hein, chez les personnages corrompus, c'est qu'ils accusent toujours les autres de ceux dont ils sont coupables. Et ici, en l'occurrence, elle accuse sa sœur. Elle dit « C'était la faute de ma sœur. C'est elle qui m'y a poussé. Que la malédiction suprême demeure sur elle à jamais. J'étais prête à faire la paix, oui, prête à épargner sa vie si seulement elle m'avait cédé le trône. Mais elle refusait. Et son orgueil a détruit le monde entier. Au début de la guerre, l'engagement de ne pas recourir à la magie était encore respecté. Mais le jour où elle a rompu cet engagement, que pouvais-je faire? Quelle imbécile! Comme si elle ne savait pas que j'avais plus de pouvoir qu'elle. Elle savait même que je détenais le secret du mot déplorable. Comment pouvait-elle croire, elle qui fut toujours si faible, que je n'userais pas de mon pouvoir? On voit là d'ailleurs que c'est sa sœur qui avait le pouvoir et que jadis a cherché à la renverser, hein. Donc c'est elle qui a cherché à détruire l'ordre établi et pas le contraire. Alors qu'au départ, on pourrait penser que, d'après son discours, que c'est sa sœur qui est coupable et on voit que non, c'est le contraire. Et on peut se poser la question de savoir si sa sœur était une bonne reine ou pas. Mm. Elle est décrite comme faible par Jadis, donc on pourrait peut-être imaginer une reine un peu plus douce, un peu plus clémente, Mm, et en même temps, vu la dégénérescence des rois et des reines dans la salle, elle a le même arrière-grand-père qui oui. massacrait des gens pour la simple idée de rébellion. Est-ce qu'encore une fois, c'était deux sœurs qui voulaient absolument le pouvoir? Est-ce que
sa sœur a usurpé le trône ou pas, c'est compliqué de le savoir. On peut imaginer peut-être une reine quand même un peu moins pire que jadis. Oui. En tout cas, elle a voulu le pouvoir et elle a fait l'option kamikaze. C'est soit tu me donnes le pouvoir, soit personne là. Mais elle s'est clairement imposée. Et en effet, on voit tout à fait ce schéma de déresponsabilisation face aux actions. Quiconque se met dans le chemin de son but est anéanti. Et c'est de la faute à la personne qui ose se mettre sur son chemin, plutôt que de sa faute à elle d'avoir des objectifs malsains. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'elle était moins corrompue, hein, mais corrompue quand même. Et pour moi, le fait que Jadis dise qu'elle est faible, pour moi, c'est un compliment, en fait. Hein, parce que... Oui, complètement. On est d'accord. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'elle parle de prix terrible qu'elle a payé pour connaître le mot déplorable. Et je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose qu'on a vu il y a quelques chapitres, l'idée d'un prix terrible à payer. Oui, on l'a vu avec l'oncle Andrew par rapport à Exactement, la fabrication des anneaux. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la fantasy, j'ai l'impression. Très différemment, mais il me semble que dans la série The Witcher, il y a aussi une sorcière qui doit faire un sacrifice terrible pour avoir ce qu'elle souhaite. Et évidemment, dans beaucoup d'autres romans, beaucoup d'autres histoires similaires. Je vous spoil pas plus The Witcher pour les personnes qui ne l'ont pas lu, qui ne l'ont pas vu. Et puis, donc, elle a fait la guerre à sa sœur, et quand elle a vu qu'elle avait perdu, que son dernier soldat était tombé, elle a prononcé le mot déplorable. Et donc, on voit qu'elle a préféré sacrifier des milliers de personnes innocentes plutôt que de renoncer au pouvoir. Et quand les enfants sont choqués par son récit, elle répond en tenant des propos qui ressemblent énormément à ceux de l'oncle Andrew dans le chapitre 2. Elle dit « C'était moi la reine, ces gens étaient mon peuple, leur seule raison d'être était d'accomplir ma volonté. » Complètement. Encore une fois, ça rappelle... L'oncle Andrew et la question du sacrifice, parce que c'est très intéressant. L'oncle Andrew disait auparavant aucune grande magie ou aucune grande cause ne peut être vécue sans sacrifice, mais c'est pas ses sacrifices. L'oncle Andrew a peut-être eu quelques cheveux blancs, on a quelques informations là-dessus, mais le gros des sacrifices, c'est absolument pas lui qui le fait, là non plus. Jadis est celle qui s'en sort le mieux de tout son peuple, puisque c'est la seule réveillée. Ça me rappelle dans Shrek, qui est une caricature évidemment des contes, où il y a le Lord Farquaad qui dit « Beaucoup d'entre vous vont mourir, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. » Où, en effet, on n'a pas la même définition du terme sacrifice chez les puissants, chez ceux et celles qui cherchent le pouvoir. Le sacrifice, c'est très bien chez les autres. Alors, pour continuer avec les ressemblances entre cette reine et l'oncle Andrew, on retrouve aussi l'idée qu'elle se croit au-dessus des règles, et donc elle dit « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que tu n'es qu'un vulgaire enfant. Comment pourrais-tu comprendre l'idée de raison d'État ? Il faudrait que tu apprennes, mon cher, que ce qui ferait du tort à toi ou à quiconque parmi le vulgum pecus ne fait pas de tort à une reine comme moi. Le poids du monde repose sur nos épaules. Nous devons nous affranchir de toutes les règles. Nous sommes promis à une destinée exceptionnelle et solitaire. » En l'occurrence, le poids du monde, elle l'a massacré, donc bon... faut être cohérent aussi, madame. On retrouve la même mauvaise foi de l'oncle Andrew et de Jadis. Si le poids du monde repose sur tes épaules, eh ben tu en prends soin. Que certaines décisions doivent être prises par les chefs d'État qui ne sont pas les décisions de monsieur et madame tout le monde, ça s'entend. Mais viens pas nous dire que le poids du monde repose sur tes épaules si t'as décidé de le massacrer pour ton propre pouvoir. Et donc cette tentation de considérer les autres comme des êtres méprisables, enfin en particulier ceux qui sont moins puissants que nous, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Lewis, mais aussi chez Tolkien. Hein, je ne sais pas si tu veux en parler, Lula. Tout à fait, on voit des traits communs, notamment entre l'oncle Andrew, Jadis et Saruman, qui est un puissant mage, un puissant magicien. Et à l'opposé de Gandalf, qui est aussi un magicien. Pardon, en fait mon chien s'appelle Gandalf, et je l'appelle Gandalf le magicien. Donc, Gandalf le magicien, ça sort tout seul chez moi, pardon. Gandalf le magicien, qui
voit la beauté et la valeur dans chaque personnage. Et chez Lewis, c'est les enfants qui sont mis à l'honneur. Chez Tolkien, c'est les hobbits qui sont méprisés, qui sont des êtres plus petits et qui ont une grande valeur dans l'histoire, une valeur inestimable, comme les enfants ont une valeur inestimable dans les chroniques de Narnia. Et il y a une citation de Saruman, le magicien, qui pourrait être dite de la bouche de Jadis. « Ne sommes-nous pas tous deux membres d'un ordre élevé et ancien, le plus excellent de la terre du milieu ? Notre amitié nous serait profitable à tous les deux. Nous pourrions encore accomplir beaucoup de choses ensemble pour guérir les désordres du monde. Entendons-nous et écartons de nos pensées ces gens de moindre importance. » Et là, en effet, il s'adresse à Gandalf qui réfute complètement ces paroles. On voit la question du moindre mal, mais poussée à sa perversion la plus complète. Ouais, tout à fait. Et quand Jadis dit nous sommes promis à une destinée exceptionnelle et solitaire, nous les lecteurs, on reconnaît les paroles de l'oncle Andrew quelques chapitres plus tôt, et Diggory les reconnaît aussi, mais ça lui fait pas du tout le même effet qu'à nous. Malgré tout, il peut pas s'empêcher d'avoir de l'admiration pour elle, et on voit combien il est en danger, parce que donc le texte dit Diggory se rappela soudain que son oncle Andrew avait utilisé exactement les mêmes termes. Mais dans la bouche de Jadis, ces paroles prenaient une dimension beaucoup plus impressionnante, car l'oncle Andrew ne mesurait pas plus de 2 mètres et n'avait pas cette beauté stupéfiante. Et aussi le fait que l'oncle Andrew est souvent ridicule, Oui. puisqu'il se prend pour beaucoup plus important qu'il n'est. Mais en effet, Jadis, autant elle se prend pour quelqu'un de très important, mais pour l'instant, elle l'est. Elle était la sœur de la reine, elle a pris le pouvoir, elle a des capacités extraordinaires. Le fait qu'elle soit orgueilleuse, c'est un fait, mais elle est beaucoup plus légitime de l'être que l'oncle Andrew. Donc ça résonne pas du tout pareil. On voit que c'est le même état d'esprit, mais entre l'oncle Andrew qui se fait tenir à la baguette par sa sœur dans un coin de Londres et qui ose pas toucher ses bagues par peur de savoir ce qui va se passer, et la reine Jadis qui est une reine usurpatrice qui a détruit tout un monde pour son pouvoir, on n'est pas sur la même échelle. Et en parlant de Diggory, je voulais faire remarquer encore une fois quelque chose qu'on a déjà un petit peu évoqué, c'est que c'est un personnage qui est beaucoup plus ambivalent que quelqu'un comme Edmund, par exemple, dans le premier volume. Parce que Edmund, d'emblée, on comprenait qu'il avait choisi le mal, et en fait, on le voit petit à petit revenir vers le bien. Et Diggory, c'est pas pareil. En fait, Diggory, c'est un des protagonistes, donc on est censé s'identifier à lui en tant que lecteur, mais on voit qu'il a vraiment la tentation de basculer vers le mal, et je me demande même si c'est pas celui des personnages de toutes les 7 chroniques de Narnia, celui des enfants, en tout cas, qui est le plus tenté par le mal. On pourra en reparler quand on aura fini les 7 chroniques pour voir si ça se confirme. Mais en tout cas, ici, on ne sait vraiment pas quel choix il va faire. On ne sait pas s'il va s'enfoncer dans le mal, ou bien s'il va à un moment donné se rendre compte qu'il a tort d'être si admiratif et par rapport à Jadis et se racheter. En tout cas, pour le moment, il a du mal à se remettre en question. Pour moi, la grande différence entre Diggory et Edmund, c'est la temporalité de la tentation. Edmund, il s'enfonçait dans ses défauts. Par exemple, quand il était entré avec Lucie dans l'armoire et qu'il était ressorti et qu'il avait fait croire à tous ses frères et sœurs qu'il avait joué avec elle, qu'il avait fait semblant, c'est pas un mensonge qu'il a dit sur le moment, qu'il aurait regretté, ou une décision qu'il a prise sur le tard. Il a consciemment accepté de mentir, il y a réfléchi et il a maintenu sa décision. Et pour Diggory, on n'a pas cette réflexion. Il est face à la tentation et il doit réagir. Combien de fois est-ce qu'on peut regretter une décision prise sur le moment ? Pour moi, c'est très très différent. Oui, je suis d'accord. Et je vois là la nuance entre les deux. Comment est-ce que nous, on aurait réagi face à cette Jadis dans ce monde inconnu ? Je ne sais pas. Après, quand on a eu un peu plus de réflexion, quand on a eu le temps de se poser, de prendre une décision, c'est différent. Et Edmund a pris des mauvaises décisions à la fois sur le moment, sur l'instant, avec la sorcière blanche,
et à la fois, il a pris des mauvaises décisions quand il a eu le temps de réflexion. Et pour moi, c'est là où on voit la grande différence entre les deux. J'ai plus de compassion pour Diggory parce qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir à ses réflexions. On a aussi beaucoup de choses qui se disent dans sa tête. Et combien de fois est-ce qu'on n'a pas des pensées nobles où on regrette ce qu'on s'est dit sur le moment. Je suis d'accord avec toi qu'il a beaucoup été tenté, on le verra aussi dans la suite du livre. J'aurais pas aimé être à sa place. Disons-le comme ça, je sais pas si j'aurais été beaucoup plus glorieuse que lui dans mes pensées, dans mes choix. Et je trouve que, on verra plus tard, mais pour l'instant, il s'en sort pas si mal par rapport à toutes les informations qu'il a. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis aussi, il y a une autre différence, c'est que donc Edmund, on voit qu'il se comporte très mal avec ses frères et sœurs, et c'est pareil, ça, c'est une constante. Alors que ici, certes, il se dispute tout le temps avec Polly, mais à chaque fois, on voit quand même qu'il y a des bons réflexes et un bon fond. Par exemple, ici, la reine tient la main gauche de Polly, et donc Polly ne peut pas avoir accès à l'anneau, donc elle ne peut pas s'enfuir. Et Diggory, lui, comme elle lui tient la main droite, il pourrait très bien avoir accès à son anneau et il pourrait partir sans Polly. Mais cette pensée ne lui traverse même pas l'esprit. Hein. Il a quelque chose de... un bon fond, voilà. On pourrait dire ça comme ça. Exactement. Il a un bon fond et il est beaucoup tenté. Il fait de son mieux pour naviguer ces situations qui sont inédites. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant un peu de ce fameux mot déplorable, qui est le titre aussi du chapitre. À ton avis, est-ce que ce mot déplorable pourrait avoir un équivalent dans notre monde ? Alors, j'imagine qu'il pourrait se traduire en un énorme bouton rouge qui pourrait lancer une énorme bombe sur le monde. C'est ma théorie, en sachant que C.S. Lewis sortait de 2 guerres où il y avait la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu les forces nucléaires qui sont rentrées en compte, et la peur était constante que le monde soit détruit par un mégalo qui appuyait sur un bouton pour tout détruire, pour pas laisser gagner son ennemi. Oui, tout à fait. En 1955, on était en pleine guerre froide, et tout le monde avait peur d'une troisième guerre mondiale. J'ai lu récemment une lettre écrite par le frère de Lewis où il dit exactement ça. Il dit on ne sait pas si demain il n'y aura pas une troisième guerre mondiale. Ils avaient été quand même traumatisés d'en avoir 2 qui se suivaient. Et puis effectivement, tu as raison, il y avait eu 10 ans auparavant, il y avait eu Hiroshima et Nagasaki, et c'était vraiment dans toutes les mémoires. Alors Lewis détestait les allégories, et donc il n'aurait pas aimé qu'on fasse un parallèle exact en disant mot déplorable égale bombe atomique. Ça, c'est toujours un peu simpliste et ça réduit la portée des histoires. Mais en même temps, là, il y a quand même un parallèle qui est pertinent. Il y a une influence certaine. Contrairement d'ailleurs à Tolkien, parce que Tolkien, on lui a beaucoup demandé aussi si l'anneau représentait la bombe atomique. Et il a dit non, et il y a une très bonne raison pour laquelle ça ne peut pas être la bombe atomique. Tu sais quelle est cette raison ? Non, je sais pas, on ne peut pas la mettre au doigt, la bague atomique. Alors, c'est qu'en fait, il avait écrit le livre avant. Certes, bien sûr. Il a été publié après, mais il a été écrit bien avant que la bombe atomique soit même utilisée pour la première fois en 1945. Donc, voilà, c'était pas possible. Mais oui, évidemment. Mais pour le... Honte à moi. Mais pour le cas de Lewis, en revanche, c'est pertinent. Et d'ailleurs, autant ici, c'est peut-être suggéré sans être dit très clairement, dans le dernier chapitre du livre, on va avoir une allusion encore beaucoup plus claire. Donc on ne va pas en parler maintenant pour ne pas spoiler, mais voilà, le parallèle est évident. Oui, tout à fait, quelque chose qui est immédiat, qui est destructeur sur tout le monde, et aussi pour la reine Jadis, puisqu'elle est retrouvée pétrifiée comme les autres. C'est le game over pour tout le monde. Et c'est très intéressant de voir que si c'était absolument d'actualité à l'époque, on a encore aujourd'hui la peur des mégalos qui ont qu'une envie, c'est de gagner ou de voir le monde détruit. Et ça, malheureusement, il y en a eu hier, il y en a aujourd'hui, il y en aura sûrement encore demain. Et on doit juste naviguer ces eaux difficiles. Oui, c'est tout à fait encore d'actualité, tu as raison. Et à l'époque aussi, c'était d'actualité. Et à ce propos, je voudrais citer George Orwell, donc, le fameux auteur de 1984, qui avait écrit en 1945 un article, non pas sur le neveu du magicien, mais sur un autre livre de C.S. Lewis,
dont on a déjà parlé, Cette hideuse puissance, qui est le 3e volume de la trilogie cosmique. Et George Orwell, donc dans cet article, faisait un parallèle entre ce qui se passait dans le roman dystopique de Lewis et ce qui se passait dans le monde en 1945. Et vous allez voir qu'il y a un rapport avec le neveu du magicien. Donc je vous lis ce petit extrait de l'article. Donc, son livre décrit la lutte d'un petit groupe de personnes saines d'esprit contre un cauchemar qui manque de conquérir le monde. Une société de savants fous, ou peut-être ne sont-ils pas fous, mais ont-ils simplement détruit en eux tout sentiment humain, toute notion de bien et de mal, complotent pour conquérir la Grande-Bretagne, puis la planète entière, puis d'autres planètes, jusqu'à ce qu'ils aient mis l'univers sous leur contrôle. Toute vie superflue doit être éliminée, toutes les forces naturelles doivent être domptées, les gens du peuple doivent être utilisés comme esclaves et sujets de vivisection par la caste dirigeante des scientifiques, qui entrevoient même la possibilité de devenir immortel. Bref, l'homme doit conquérir les cieux et renverser les dieux, voire devenir lui-même un dieu. Un tel complot n'a rien d'outrageusement improbable. En effet, à l'heure où une seule bombe atomique d'un type déjà déclaré obsolète vient de réduire en miettes probablement 300 000 personnes, elle semble tout à fait d'actualité. Beaucoup de gens de notre époque entretiennent les rêves monstrueux de pouvoir que M. Lewis attribue à ses personnages, et nous sommes à portée de vue du moment où ces rêves seront réalisables. Alors, Le neveu du magicien, c'est un conte pour enfants, et donc les choses sont décrites de façon moins crue et plus imagée que dans Cette hideuse puissance, mais on retrouve vraiment cette idée contenue dans le mot déplorable. Et je dirais que ça semble encore plus vrai aujourd'hui, ou en tout cas aussi vrai, comme tu l'as fait remarquer, Lula. Le mot déplorable est toujours d'actualité. Malheureusement. Malheureusement, c'est la capacité de ces grands auteurs à dépeindre la nature humaine telle qu'elle est réellement et à nous laisser entrevoir de l'espoir. Alors, sans spoiler, je pense pas que c'est un énorme spoil, mais le monde ne termine pas en miettes à la fin du livre. C'est un conte pour enfants. La fin, ce n'est pas que tout le monde meurt, y compris Diggory et Polly. Mais cette capacité à dépeindre la vérité vraie, à ne pas édulcorer la soif des personnes qui souhaitent le pouvoir à tout prix, et à la fois de dépeindre la capacité des personnes qui cherchent à faire le bien, à faire leur part. C'est quelque chose que je trouve assez extraordinaire. On en parlait la saison passée, je pense que c'est un sujet qui va revenir assez souvent, qui était la citation de... Tu vas me redire le nom parce que je l'ai oublié, je sais que c'est un des précurseurs qui disait que les enfants n'ont pas besoin de savoir que les dragons n'existent pas, ils ont besoin de savoir que les dragons peuvent être vaincus. En fait, c'est Lewis. C'est Lewis ? J'ai cru que c'était... Alors, j'ai confondu avec une autre citation d'un Michael quelque chose. Non ? En tout cas, Lewis dit quelque chose de cet ordre. Ah, voilà. Il dit qu'en fait, il faut... Parce que les gens s'étaient plaints qu'il faisait peur avec ses histoires et tout ça. Il disait qu'en fait, les enfants ont besoin d'entendre parler de dangers, de dragons, etc. Mais ils ont besoin de voir aussi qu'il y a des chevaliers qui peuvent les combattre. Pardon. Exactement. Et je trouve que c'est des histoires qui sont rassurantes parce qu'elles parlent en effet de ce qu'on peut vivre quand on allume la télé, quand on regarde les nouvelles, avec aujourd'hui le flux interminable d'informations plus ou moins anxiogènes, plus ou moins racontées de manière plus ou moins scientifique, de pouvoir avoir des histoires qui parlent vraiment de ces difficultés, de ces personnes qui ne veulent pas le bien de l'humanité, mais aussi d'avoir les histoires de personnes qui se battent contre ce mal, ça, je trouve que c'est profondément réconfortant et c'est des lectures profondément actuelles pour les enfants et les adultes d'aujourd'hui comme pour les enfants et les adultes d'hier. On peut évidemment faire le parallèle avec Tolkien, qui l'anneau représente aussi ce pouvoir ultime, cette soif de pouvoir inassouvi, avec voilà, les petites gens, les hobbits et d'autres créatures qui se battent pour ce qu'ils estiment être le bien. Et personnellement, ça me met beaucoup de baume au cœur. Alors, à un moment donné, Diggory demande à Jadis si c'est elle qui a transformé le soleil pour qu'il soit si gros, si rouge et si froid. Et elle lui répond qu'elle l'a toujours connu comme ça. Et d'un seul coup,
c'est comme si elle avait une petite idée dans la tête. Elle demande comment est le soleil dans le monde d'où vient Diggory. Et quand elle apprend qu'il est plus jaune, plus chaud et plus petit, Diggory voit encore une fois sur son visage une expression qui le fait penser à l'oncle Andrew. Il parle de regard assoiffé et avide. Et en fait, elle vient de comprendre que c'est un monde plus jeune. Et donc, elle annonce aux enfants horrifiés qu'elle a l'intention de partir avec eux et de conquérir leur monde et de dominer. Et là, on revient aussi à un point qu'on a vu la dernière fois. Euh, on voit que C.S. Lewis aimait la science dans ce cadre-là, puisque le fait d'avoir un soleil plutôt jeune, à la moitié de son âge ou plutôt âgé, c'est des informations profondément scientifiques qui relèvent de l'astronomie. Euh, on voit en effet un tout nouveau monde à découvrir pour Jadis. Donc oui, un vieux soleil qui s'éteint de toute façon. Alors, au passage, on pourrait faire un petit peu d'onomastique. L'onomastique, c'est l'étude des noms propres. Parce que les noms propres ont souvent une signification chez Lewis. Et ici, on a au moins 2 noms propres qui sont intéressants pour nous. C'est jadis et charne. Donc déjà, jadis, autant pour un lecteur anglais, ça ne lui dit rien, parce que c'est pas un mot qui existe en anglais. Autant pour nous, français, Oui. évidemment, ça nous évoque l'ancien temps. Alors, c'est pas un hasard, c'est parce que on l'a peut-être déjà dit, mais Lewis était très bon en français, et en particulier, il était très bon aussi en ancien français, puisqu'il était spécialiste de la littérature du Moyen-Âge, il était tout à fait capable de lire l'ancien français. Et donc, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Jadis, cette reine. Et puis, le mot charne, je sais pas s'il te fait penser à un mot en français. Il me fait penser au mot charnel. Alors, charnel, oui, tout à fait, il y a l'idée de chair, mais encore plus peut-être au mot charnier, qui est peut-être moins connu en français, mais qui a une connotation très négative et qui évoque l'idée d'un massacre, puisque la définition du mot charnier, c'est un endroit où sont enterrés ou simplement entassés pêle-mêle des cadavres, sans sépulture. Et par extension, ça peut vouloir dire aussi foyer de corruption morale. Donc il y a vraiment quelque chose de négatif dans ce terme charnier. Et charne, ça ressemble quand même pas mal. On sait que jadis a donné la mort à tout son peuple, et donc ça semble assez pertinent qu'il y ait ce lien. Ça m'attriste ce monde qui a le nom de quelque chose de tellement négatif, comme si ce monde était irrécupérable. Et condamné. oui, Ouais. ça m'émeut parce qu'on a vu aussi toutes ces grandes figures de cire la dernière fois. Évidemment, il n'y a que 7 tomes, on aurait pu imaginer des centaines. J'aurais voulu avoir l'histoire. J'aurais voulu avoir l'histoire des rois d'avant, des rois et des reines d'avant, qui avaient l'air bons et sages. Et j'aurais voulu une histoire rédemptrice pour ce monde, qu'il ne soit pas condamné à ce terme tellement triste et à cette reine usurpatrice tellement assoiffée de pouvoir. Ça me fait penser au Marvel avec le multiverse où ils ont fait tellement d'univers différents que parfois il y a des univers qui sont condamnés et le but c'est de sauver l'univers dans lequel on est. C'est à la fois, ça montre l'imagination de C.S. Lewis, ça montre sa capacité à créer, et à la fois moi ça me rend triste pour ce monde. J'aurais voulu avoir les histoires d'avant, les arrière-grands-pères qui tuaient tout le monde. Parfois, il y avait des enfants qui écrivaient à Lewis pour dire exactement ça. Ils lui demandaient d'écrire d'autres histoires parce qu'il s'est arrêté au bout de 7. Et à chaque fois, ce qu'il faisait, c'est qu'il les invitait à écrire eux-mêmes ces histoires. Il disait, vas-y, essaye, pourquoi pas. Ah, chouette, je vais pouvoir écrire la fin, changer le nom de Charne, faire rajeunir le soleil et virer Jadis. Alors, en parlant de Jadis et de ce qui a pu inspirer ce personnage, la dernière fois, on a parlé des mines du roi Salomon de Rider Haggard, et on avait dit que c'était une inspiration possible pour la rangée de statues. Mais il y a un autre roman du même auteur qui s'appelle She, en anglais, donc Elle. Et là, l'inspiration est certaine, c'est sûr et certain. Le personnage principal de She a servi à créer Jadis. Je vais vous en parler un peu, vous allez voir, c'est pas discutable. Donc déjà, Lewis, j'avais dit la dernière fois, appréciait beaucoup ses romans, les romans de Rider Haggard.
Et donc, le personnage principal de She, donc elle, en français, met en scène une reine sorcière, très cruelle et très belle, déjà. Alors, elle s'appelait Aïcha, et donc elle régnait sur un peuple africain par qui elle se faisait appeler celle à qui on doit obéir. Et la première fois qu'on la rencontre dans le roman, elle vit dans les ruines souterraines du royaume de Kor, où elle attend depuis 2000 ans le retour de l'homme qu'elle aime et qu'elle a tué dans un accès de jalousie. Charmant. Et l'endroit est tellement plein de squelettes qu'il est décrit, donc dans la version française, comme un vaste charnier. Tiens. Oh. Et en anglais, il y a le mot charnel house. Donc charnel, qui ressemble énormément à charne, donc dans les deux langues finalement. Et puis en plus, on apprend que cette sorcière a trouvé le secret de l'immortalité. Et donc elle est décrite comme grande et tellement belle que quand on la voit, on tombe automatiquement amoureux d'elle. Et puis elle a des pouvoirs magiques, notamment celui de foudroyer ceux qui s'opposent à elle et de les faire tomber raides morts. Et puis enfin, on dit qu'elle peut aussi lire dans l'esprit des gens, mais qu'elle ne peut pas voir l'avenir. Et en plus, donc, il y a eu une suite à ce roman. Il a eu énormément de succès, donc l'auteur a écrit une suite, donc la suite a eu moins de succès. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette suite, Aïcha se bat avec sa sœur jusqu'à ce que toute son armée soit décimée et sa sœur prend du poison quand elle se rend compte qu'elle a perdu. Donc je pense que tu reconnaîtras qu'il y a énormément de ressemblances entre Aïcha et Jadis. Oui, en effet, c'est impressionnant. Alors cette reine Jadis, justement, elle n'est pas complètement infaillible, elle n'a pas le pouvoir de lire dans l'esprit des gens, et on voit notamment qu'elle se trompe dans sur la façon dont les enfants sont arrivés à Charne pour rompre l'enchantement. Et elle est persuadée que ça ne peut pas être des enfants qui l'ont réveillée, mais elle est persuadée que c'est un grand magicien qui a envoyé les enfants et qu'en fait, il a vu son visage dans un miroir magique ou quelque chose comme ça et qu'il est tombé amoureux d'elle et qu'il est un grand enchanteur et qu'il a été subjugué par sa beauté et qu'il a créé un sortilège assez puissant pour pour les faire venir et pour la secourir. Et donc, voilà, et elle est vraiment persuadée que c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, je ne sais pas ce que tu penses de cette interprétation. En effet, elle extrapole beaucoup, mais elle a raison sur un point, c'est que les enfants ne sont pas arrivés tout seuls dans ce monde. Ça, c'est vrai. Il y a quand même la création des bagues. Ils ont fait le plus gros du travail, on est d'accord. L'oncle Henry ne s'est pas mouillé du tout, on est d'accord, mais il y a quand même eu ces artefacts magiques qui ont permis aux enfants d'arriver dans ce monde où tout dormait. Donc, mais on voit que elle extrapole avec son miroir et cet amour incroyable, mais elle a raison dans le fait qu'il y ait un magicien qui ait pu se cacher derrière, ou en tout cas aider les enfants, qu'ils le souhaitent ou non, à se retrouver à Charne. Mais on voit que quand même ses opinions, ses a priori l'empêchent de deviner la vérité, puisqu'elle a en particulier deux a priori qui lui posent problème. Le premier, c'est que pour elle, c'est pas possible de faire de la magie quand on n'a pas de sang royal. Et en fait, en l'occurrence, c'est pas vrai, puisque même l'oncle Andrew n'a pas de sang royal. Et puis, le deuxième a priori, c'est qu'elle est persuadée que c'est sa beauté qui l'a sauvée. Et donc, en fait, son égocentrisme l'empêche d'envisager que c'est la simple curiosité d'un gamin qui a pu rompre l'enchantement. C'est pas possible pour elle. En même temps, Diggory l'a trouvée extrêmement belle aussi. C'est vrai. Donc, vrai. Elle n'a pas totalement tort, mais elle n'a pas totalement raison, C'est évidemment. Et c'est encore une fois ce dont on parlait la dernière fois, les personnes intelligentes et puissantes qui sont prises au piège par leur propre intelligence et leur propre puissance. En effet, elle a été attirante. Diggory l'a trouvée très belle, même dans son état de cire. En effet, c'est un magicien qui est derrière les bagues, qui ont pu amener les enfants à Charne. Et en même temps, elle extrapole, elle se prend au piège de son propre raisonnement. Et c'est très intriguant. On en parlait la dernière fois, on va en reparler. Cette capacité à s'auto-piéger qui est pas unique à Jadis, mais qu'on retrouve plusieurs fois dans les écrits de Léo. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'erreur de traduction, donc on en a une pour vous, là, pour terminer le chapitre. Donc, on arrive à la fin du chapitre, et donc la reine est furieuse quand Polly lui dit qu'elle raconte n'importe quoi, et donc elle lâche les deux enfants, et ils en profitent pour mettre les anneaux. Et le texte dit « Petit vaurien », hurla la reine en se retournant furieuse vers Polly,
dont elle attrapa les cheveux au sommet du crâne, là où c'est le plus douloureux. Hélas, en faisant ce geste, elle lâcha la main des 2 enfants. Et ce mot « hélas », il n'est pas dans la version anglaise. En anglais, c'est juste « but », mais. Et pour moi, c'est plus logique parce que si on dit « hélas », ça veut dire qu'on se situe du point de vue de jadis. En fait, lâcher la main des enfants, pour les enfants, c'est très positif. C'est pas du tout, négatif. Donc, pour jadis, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle. Et on ne voit pas pourquoi le narrateur adopterait d'un seul coup le point de vue de jadis. Donc voilà. Et puis, sinon, j'avais un petit fun fact pour vous. C'est que là, c'est traduit par petit vaurien. C'est comme ça qu'elle les insulte. En anglais, c'est mignon. Alors, mignon, c'est un mot qui maintenant est célèbre parce que à cause des films. D'ailleurs, en français, on a traduit ça par mignon. Voilà. Et du coup, la connotation a changé dans l'imaginaire populaire et on a presque l'impression, même en anglais maintenant, que le mot mignonne est vraiment mignon, puisque les personnages sont quand même ils n'ont pas l'air très négatifs. Et en réalité, c'est un mot très négatif à l'époque où Lewis l'emploie. Alors, dans le dictionnaire, on propose des traductions assez anciennes, du genre larbin, laquais, sous-fifre. Aujourd'hui, peut-être qu'on dirait quelque chose comme esclave. Et en tout cas, ce mot montre, encore une fois, qu'elle ne peut pas considérer les gens autrement que dans un rapport de pouvoir. Et même quand elle est en colère contre Polly, il n'y a que cette idée-là qui lui vient. Elle n'a pas d'autre insulte, elle est complètement monomaniaque. Elle pense qu'à traiter les gens d'esclaves. Maintenant, je vais imaginer Polly et Diggory en mignons. Malheureusement, le fait que Jadis lâche la main des enfants n'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc c'est peut-être vraiment hélas, finalement, parce que elle lâche leur main pour attraper les cheveux de Polly, d'ailleurs, à l'endroit où ça fait le plus mal. Et ça veut dire qu'elle garde le contact physique avec Polly au moment où Polly met son anneau. Alors vous pouvez peut-être deviner ce qui va se passer. Mais pour le vérifier, il va falloir attendre le prochain épisode. À la prochaine fois, Anna. À la prochaine fois, Lola. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.